The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Thank you very much. Welcome everyone. Le juge président, merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur le greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie. Le greffier d'audience, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. La situation en République de Côte d'Ivoire dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Référence de l'affaire ICC 02 11 01 15 et nous sommes en audience publique. Le Président, je vous remercie. Je souhaiterais que les parties se présentent en commençant par l'accusation. Monsieur Stewart. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. J'ai à mes côtés Madame Hélène Brady, premier substitut du procureur, Reynold Galmetzer, substitut du procureur. Et nous avons également l'équipe de l'affaire, à savoir Monsieur Eric MacDonald, Hélène Martin Salgado, substitut du procureur, Sylvie Vidigna, gestionnaire chargé du dossier, et je suis quant à moi Monsieur James Taylor. Le Président, je vous remercie. Qu'en est-il de l'équipe de défense de Monsieur Gbagbo? Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. L'équipe de défense de Laurent Gbagbo est composée de Madame Naori, conseiller associé du professeur Jacobs, de Mesdames Curet, Gantret et Marquet, et quant à moi, je suis Emmanuel Altide, conseiller principal de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le Président, je vous remercie et je me tourne vers l'équipe de défense de Monsieur Blé Goudet. Maître Knops, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. J'ai à mes côtés mon co-conseil, Maître Claver Hendry, avocat au barreau d'Abidjan. Le conseil, Maître Kadji, ainsi que Maître Seri Zoku, avocat au barreau de Bruxelles. Nous avons également Madame Sarah Pedroso et Marion Carin. Le Président, mais vous ne nous avez pas donné votre nom, Maître. Maître Knops, je m'appelle Maître Gert Alexander Knops. Et je vous présente mes excuses. Le Président, et qu'en est-il de la représentation légale des victimes? Maître Massida, bonjour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, j'ai à mes côtés, Maître Ludovica Vetruccio, Maître sur ma gauche, sur ma droite, Maître Alexis Larivière, derrière moi, Monsieur Patrick Chidimbo, gestionnaire chargé du dossier, Monsieur Pablo Aliendes, stagiaire, et je suis quant à moi, Maître Paulina Massida. Je vous remercie. Et qu'en est-il de l'équipe du greffe? Mesdames, Messieurs les juges, avec moi sur le banc du greffe, il y a Romina Morello, qui est conseiller juridique en charge des relations extérieures et de la coopération judiciaire, Marie Mathieu, qui est conseiller juridique en charge d'action juridique au bureau des affaires juridiques du greffe, et moi-même, Marc Dubuisson, directeur de la division des services judiciaires pour le greffier Peter Lewis. Thank you very much. Le Président, je vous remercie beaucoup. Par son jugement rendu le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance, à la majorité, a acquitté Monsieur Laurent Gbagbo et Monsieur Charles Blé Goudet, qui ont été acquittés de toutes les charges dans l'affaire devant cette Cour. La Chambre de première instance n'a pas encore donné l'intégralité des raisons expliquant leur acquittement et elle le fera en temps voulu. D'ordinaire, suite à un acquittement,
les défendants doivent être mis en liberté immédiatement, à moins que la Chambre de première instance n'ordonne, sur la requête du procureur, le maintien de leur détention en attendant l'appel interjeté contre l'acquittement. Le lendemain, à savoir le 16 janvier 2019, le procureur n'a pas demandé le maintien des défendants. Toutefois, le procureur a demandé, au lieu de cela, que M. Gbagbo et M. Blé Goudé devraient se voir octroyer une mise en liberté sous condition en attendant l'appel que le procureur envisageait de déposer contre leur acquittement suite à la communication des raisons de la Chambre de première instance pour l'acquittement. Une fois de plus, suite à une décision prise par la majorité, la Chambre de première instance n'a pas fait droit à la demande du procureur et a ordonné la mise en liberté de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé sans condition. Le procureur a ensuite interjeté appel suite au refus de la Chambre de première instance d'imposer des conditions à cette mise en liberté. La Chambre d'appel est donc convoquée aujourd'hui pour entendre cet appel. Et je dirais en aparté que ou en attendant la décision suite à l'appel du procureur le 18 janvier 2019, la Chambre d'appel à la majorité, messieurs les juges Morrison et Hofmannsky ayant exprimé une opinion dissidente, ont fait droit à la demande du procureur pour ce qui est du maintien en détention de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. Et je le répète, cette décision a été rendue le 18 janvier 2019. Dans le cadre de la préparation pour cette décision, la Chambre d'appel a demandé aux greffiers de demander les points de vue de l'État hôte et d'autres États pour ce qui est de leur prédisposition à faciliter la mise en liberté sans condition ou avec condition de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. Au fin de l'audience d'aujourd'hui, la Chambre d'appel a rendu une ordonnance sur la conduite de la procédure. Par cette ordonnance, la Chambre d'appel a énoncé les questions sur lesquelles elle souhaite entendre les parties et participants. Lors de notre première session ou séance aujourd'hui, nous allons entendre les arguments des parties et des participants en audience publique au sujet de la question juridique qui leur a été posée par la Chambre d'appel. Nous allons procéder de la sorte. Nous donnerons dans un premier temps la parole au procureur, qui sera suivi par le représentant légal des victimes, puis par le conseil de M. Gbagbo et enfin par le conseil de M. Blé Goudé. Les conseils qui vont intervenir auront 20 minutes de temps de parole, chacun. Et nous exhortons les orateurs à ne pas se contenter de réitérer les arguments qui ont déjà été énoncés par écrit dans leurs écritures, mais nous les exhortons à répondre de façon complète aux questions qui leur ont été posées par la Chambre. Lors de la deuxième séance, qui aura lieu à huis clos, nous entendrons dans un premier temps les observations du greffier ou du greffe au sujet des conditions potentielles qui pourraient être imposées à M. Gbagbo et à M. Blé Goudé au cas où la Chambre d'appel trouve une solution appropriée pour régler cet appel. Après que les représentants du greffe auront présenté leurs observations, la Chambre d'appel entendra les arguments des parties et des participants dans l'ordre qui aura été suivi lors de la première séance, à savoir le procureur, la représentation légale des victimes, puis le conseil de M. Gbagbo et ensuite le conseil de M. Blé Goudé. Et ils auront pour ce faire un quart d'heure chacun. Les parties et participants devront présenter leurs arguments ou observations en respectant le temps qui leur a été imparti par la Chambre d'appel.
le greffier d'audience contrôlera le temps de parole et indiquera aux participants que ce temps est sur le point d'arriver à échéance. Comme cela a été indiqué dans l'ordonnance portant calendrier, les juges de l'appel peuvent poser des questions supplémentaires aux parties et aux participants pendant leurs interventions ou après. Nous allons maintenant entendre les arguments sur les questions suivantes. Première question. Sur quelle base juridique, le cas échéant, est-il possible d'imposer des conditions eu égard à la mise en liberté d'une personne suite à un acquittement? Est-ce qu'il est nécessaire d'établir dans un premier temps l'existence de circonstances exceptionnelles pour le maintien en détention au sens de l'article 81.3 petit c petit 1 du statut avant de déterminer si des conditions pourraient être imposées au lieu du maintien de la détention? À titre subsidiaire, et il s'agit de la troisième question, est-ce que la mise en liberté d'une personne acquittée avec condition peut être considérée inappropriée avant que ne soit considérée l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifient le maintien en détention au titre de l'article 81.3 petit c petit 1. Et je vais maintenant donner la parole en commençant par l'accusation. Good morning, Your Honours. Madame Brady, bonjour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vais de suite répondre aux questions qui figurent dans le paragraphe 2 de l'ordonnance portant calendrier, questions que vous venez de nous répéter. Vous nous avez posé la première question qui est comme suit. Sur quelle base juridique, le cas échéant, est-il possible d'imposer des conditions relatives à la mise en liberté d'une personne suite à un acquittement? Par ces écritures du 15 et 16 janvier devant la Chambre de première instance et par les arguments qui ont été présentés, l'accusation a indiqué ce qui suit. La norme relative aux circonstances exceptionnelles, norme de l'article 81.3 c petit 1, a été respectée pour M. Gbagbo et M. Blegoudé et cela justifie leur maintien en détention dans le cadre de l'appel. Ce critère étant respecté, l'accusation a avancé à titre subsidiaire pour ce qui est de leur détention que la Chambre de première instance pouvait ordonner leur mise en liberté avec condition. En d'autres termes, l'accusation a avancé qu'elle ne s'opposait pas à cette mise en liberté avec condition, à condition que les conditions énoncées dans ce dépôt d'écriture, à savoir de façon générale le fait que les conditions doivent assurer leur présence lors d'audiences futures et pour ce qui est également d'assurer l'intégrité de procédure. Dans le cadre de l'appel, nous avons fait valoir, et notre position reste la même aujourd'hui, que la Chambre de première instance a commis une erreur en décidant qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles du fait des multiples erreurs qui ont été commises. Nous avançons que la Chambre d'appel devrait corriger ces erreurs et devrait conclure que des circonstances exceptionnelles justifient leur détention et que ces circonstances exceptionnelles existent. Et après avoir fait cela, à savoir au lieu de maintenir M. Gbagbo et M. Blegoudé en détention, la Chambre d'appel pourrait ordonner leur mise en liberté avec conditions. Dans d'autres termes, si l'on s'en tient à cette approche, si vous concluez que des circonstances exceptionnelles existent, elles justifient leur détention en attendant l'appel, et cela est la première étape. Ensuite, après avoir déterminé cela, vous pourrez déterminer que si l'objectif d'une telle détention, à savoir le fait qu'il faut assurer la présence de ces personnes lors d'audiences suivantes, pourra être obtenu par le truchement d'une mesure moins restrictive
restrictives pour la liberté. Vous pourriez donc ordonner leur mise en liberté avec condition. Quelle est la base juridique pour ce faire? Les termes de l'article 81.3c petit 1 ne mentionnent que le maintien en détention d'une personne acquittée. Une fois que la Chambre d'appel est convaincue que le critère de l'exceptionnalité a été respecté et n'explique pas de façon expressis verbis de restriction pour la liberté étant la mise en liberté avec condition. Et pourtant, une interprétation contextuelle et avec cet objectif en tête de l'article 81.3 petit c petit 1 permettrait à la Chambre d'appel d'ordonner une mise en liberté avec condition au lieu de la détention. Alors, nous indiquons premièrement, pour fonder nos arguments, ce qui suit. Premièrement, l'article 83.1 dispose que la Chambre d'appel a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance. Deuxièmement, lorsque nous avons une personne accusée qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, il est clair qu'au terme de l'article 62 et 3, si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions de l'article 58 existent, à savoir risque d'évasion, risque d'obstruction lors de l'enquête, etc., si tout cela est respecté, elle met en liberté la personne avec ou sans condition. En d'autres termes, une Chambre de première instance a le pouvoir d'ordonner une mise en liberté avec condition. Et puis troisièmement, nous avons la règle 119 qui stipule que la Chambre de première instance ou la Chambre préliminaire peut énoncer une ou plusieurs conditions qui vont restreindre la liberté de la personne. Pour ce qui est de l'interprétation du but, de l'objectif, si l'objectif du maintien en détention d'une personne acquittée en attendant l'appel, si cet objectif consiste à assurer leur présence lors d'audiences futures, si vous pouvez également assurer l'intégrité de telle audience, et ce, de façon moins restrictive pour la liberté de la personne, il ne serait pas logique de ne pas autoriser cela. Nous l'avons vu dans l'affaire Bemba, et je fais référence à l'arrêt dans l'affaire Bemba, au A7 au paragraphe 55. La Chambre d'appel a indiqué que la Chambre d'appel a conclu que lorsqu'il y a un risque qui, en règle générale, justifie la détention, tel que le risque d'évasion, que cela peut être géré avec des conditions qui sont imposées lors de la mise en liberté, ce qui fait que la Chambre peut ordonner la mise en liberté avec condition, par opposition à la détention. Et il n'y a aucune raison de ne pas étendre ce principe à la Chambre d'appel. Si, par ailleurs, vous n'êtes pas convaincu par nos arguments suivant lesquels la Chambre de première instance a commis une erreur et que le critère des circonstances exceptionnelles au titre de l'article 81.3 petit c petit 1 est respecté, il y a une autre base juridique qui vous permettrait de le faire et qui, en fait, m'amène véritablement à répondre de suite aux questions 2 et 3 parce que ce sont la question 2 et 3 représente le revers de la médaille par rapport à la question numéro 1. Donc, la question étant comme suit. Est-il nécessaire, dans un premier temps, de déterminer l'existence de circonstances exceptionnelles pour le maintien de la détention au titre du sens qui lui est conféré par l'article 81.3 petit c petit 1 du statut, avant de déterminer si ces conditions peuvent être imposées au lieu d'un maintien en détention? Et à titre subsidiaire, est-ce que la mise en liberté d'une personne acquittée avec condition peut être considérée? Est-ce que la conclusion peut être que cela est approprié avant que l'on ne puisse prendre en considération l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifient le maintien en détention au titre de l'article 81.3 petit c petit 1. À notre avis, la Chambre d'appel devrait dans un premier temps déterminer l'existence de circonstances
circonstances exceptionnelles pour le maintien en détention de ces deux personnes au titre de l'article 81.3 petit c petit 1 avant de décider si, premièrement, il conviendra d'ordonner leur mise en liberté avec conditions et petit 2, dans quelles conditions. C'est la base sur laquelle nous nous sommes appuyés pour présenter cette question au niveau de l'appel et au niveau de la première instance. Pourquoi? Parce que une décision visant le maintien en détention de quelqu'un qui a été acquitté avec un appel pendant ou, en d'autres termes, de restreindre leur liberté pour cette période est importante. Elle ne doit pas être prise à la légère. Le président, est-ce qu'il n'y a pas de différence entre la détention et la mise en liberté? Madame Brady, oui, bien entendu, monsieur le président. C'est exactement ce que j'étais sur le point de vous dire. Nous avons la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a une approche extrêmement protectrice par rapport à la liberté de ces personnes, tout comme les législations internationales des droits de l'homme adoptent une approche plutôt circonspecte lorsqu'il s'agit de maintenir en détention une personne qui a été acquittée. Donc, pour répondre à votre question, Monsieur le Président, je vous dirais que, bien sûr, que nous pensons qu'une mise en liberté avec condition est beaucoup moins, est inférieure en quelque sorte, est moins importante à la restriction de la liberté. Le président, eh bien alors pourquoi est-ce que vous utilisez les mêmes circonstances, les mêmes paramètres pour la détention, tout comme pour la mise en liberté avec condition? Est-ce que vous ne pensez pas que cela puisse induire en erreur? Madame Brady, non, Monsieur le Président. Il y a certes des similitudes, mais cela constitue une restriction par rapport à la liberté. Et je suis d'accord avec vous, mais à un moindre degré, une fois de plus, parce que nous parlons d'une personne qui a été acquittée et qui attend un appel. Mais une fois de plus, pour répondre à votre question, je souhaiterais vous dire que nous reconnaissons absolument que la nature de la mise en liberté avec condition est une créature différente que la détention. C'est un mécanisme différent et nous reconnaissons que si, au lieu d'avoir une détention, nous avons une mise en liberté avec condition, cela pourrait être imposé pour faire en sorte de garantir leur présence lors d'audiences ultérieures et pour préserver l'intégrité de la procédure. Mais nous sommes d'accord pour dire que cette approche pourrait effectivement être plus appropriée au vu des circonstances. Cela en prenant en considération le fait que la Cour n'a pas son propre mécanisme d'exécution, mais est tributaire pour ce faire de la coopération des États qui doivent s'assurer ou faire en sorte que les personnes comparaissent. Donc, il y a quand même, il faut prendre en considération ce facteur. Alors, la question principale qu'il convient de se poser est la suivante. Est-ce que la Chambre d'appel a le pouvoir ou la base juridique qui lui permet d'ordonner une mise en liberté avec condition si le critère de l'article 81.3 petit c petit 1 n'est pas respecté? Et nous avançons que ce pouvoir peut effectivement être trouvé et peut émaner de la lecture de l'article 83.1 qui stipule que la Chambre d'appel interrompue par le président. Mais avant que nous ne nous intéressions au pouvoir, Madame Brady, oui, le président, avant donc, il s'agit de savoir... ce que vous devez nous indiquer, si vous devez répondre à la question qui a été posée au sujet des circonstances exceptionnelles. Madame Brady, oui, je comprends cela tout à fait. Le président, avant que vous ne commenciez à aborder la mise en liberté avec condition. Madame Brady, oui, c'est absolument nécessaire. Alors, vous nous demandez si cela est nécessaire. C'était votre question. Mais parce que nous pensons qu'il existe un pouvoir indépendant pour ce faire, la réponse stricte à votre question est négative. Non, cela ne serait pas nécessaire. Mais nous avançons qu'étant donné que le critère des circonstances exceptionnelles peut être satisfait et devrait être satisfait, si vous prenez en considération ce critère,
Et si vous avez, si au cas par exemple où vous ne seriez pas en mesure de déterminer que M. Gbagbo et M. Bégoudé ne sont pas en mesure de trouver un État qui permettra de respecter et de garantir les conditions de la mise en liberté avec conditions. Ce que j'entends, c'est que cela est beaucoup plus pragmatique et cela a un certain sens. Mais pour ce qui est de savoir si cela est strictement nécessaire, cela n'est pas le cas. Et pourrais-je continuer à vous présenter mes arguments? Vous pourrez peut-être comprendre davantage mon point de vue, le président. Mais peut-être que ce que vous essayez de nous dire, madame, c'est que je ne sais pas si c'est ce que vous essayez de dire, mais peut-être que vous faites référence à un scénario qui serait comme suit. La mise en liberté avec condition ne fonctionnerait pas ou pourrait ne pas fonctionner, auquel cas le maintien en détention dans ce contexte serait plus approprié et ainsi vous répondrez à la question posée au sujet des circonstances exceptionnelles. C'est ce que vous essayez de nous dire, Madame Brady? Oui, en fait, c'est ce que nous avons présenté comme argument lors du procès. Nous vous avons dit, regardez, les conditions relatives aux circonstances exceptionnelles sont respectées et à titre subsidiaire, tant que ces conditions sont respectées, l'accusation est tout à fait disposée à accepter la mise en liberté avec conditions. Et je pense qu'il s'agit d'une approche tout à fait raisonnable et rationnelle en l'espèce. Le président, oui, mais donc cela signifie... excusez-moi. En fait, si d'aucuns ne s'intéressent pas au maintien en détention, en conséquence, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir ces questions au sujet des circonstances exceptionnelles. Est-ce que vous nous dites, Madame Brady? Oui, fondamentalement, oui, oui. Je pense qu'il est tout à fait essentiel d'avoir un pouvoir pour ce faire. Et ce que nous avançons, c'est que cela émane de l'article 83.1 qui dispose que la Chambre d'appel a tous les pouvoirs d'une chambre de première instance. Si cet article est lu conjointement avec l'article 64.6 petit f et l'article 62 et 60 petit 2 et petit 3. Et étant donné que vous avez tous les pouvoirs d'une chambre de première instance, donc, et que la chambre de première instance a tous les pouvoirs de la chambre préliminaire, il serait tout à fait plausible, à notre avis, d'importer la logique des articles 60, paragraphe 2 et paragraphe 3 dans le contexte de l'article 81, 3 petit c, petit 1, à savoir il s'agit d'une personne qui a été acquittée et d'un appel qui est pendant. L'article 60, paragraphe 2 et paragraphe 3 permettent à une chambre préliminaire, à une chambre de première instance d'ordonner la mise en liberté avec conditions, même lorsque les conditions pour la détention de l'article 58 ne sont pas respectées. Conformément à ces dispositions, une chambre de première instance peut, par exemple, déterminer que l'arrestation n'est pas strictement nécessaire au sens de l'article 58, mais pourrait indiquer qu'il y a des facteurs qui militent en faveur de certaines restrictions de la liberté, pourrait décider donc d'une mise en liberté avec conditions. Si nous appliquons cette logique mutatis mutandis à l'appel, la chambre d'appel pourrait considérer une mise en liberté avec conditions dans la situation où la chambre n'est pas convaincue que les conditions pour les détentions en appel, à savoir les circonstances exceptionnelles, sont respectées, mais pourrait considérer que certaines restrictions de la liberté sont toutefois nécessaires pour sauvegarder et préserver la procédure et assurer la disponibilité d'un recours efficace à la fin de l'appel. Et j'aimerais faire référence à l'arrêt dans l'affaire Bemba, paragraphe 55 du document OA7. Vous avez la chambre d'appel qui observe que la chambre de première instance et la chambre préliminaire pourraient imposer une mise en liberté sous condition dans deux situations. Premièrement, lorsque la chambre n'est pas convaincue qu'il existe que des risques au titre de l'article 58 et deuxièmement, lorsque la chambre est convaincue qu'ils peuvent être atténués par des conditions pour ce qui est de la mise en liberté. La pratique du TPIR est également extrêmement intéressante. Vous avez la règle 99B du règlement de procédure et de preuve du TPIR, qui est une règle tout à fait semblable à l'article 81.3 petit c
petit 1. Nous y avons fait référence devant la Chambre de première instance. Vous avez par exemple dans l'affaire Ntagerura et Blagichema, la Chambre d'appel qui était tout à fait disposée à imposer des restrictions vis-à-vis de la liberté d'une personne acquittée. Il s'agissait de restrictions de voyage, de remise de documents de voyage et du fait que la personne devait se présenter régulièrement en attendant l'appel. Et en dernier lieu, Monsieur le Président, j'aimerais répondre à votre troisième question, car si nous supposons que vous disposez de la base juridique vous permettant d'ordonner la mise en liberté sous condition. Et je pense que vous l'avez au vu des arguments que je viens juste d'énoncer. Pour répondre à cette question, si vous devez conclure qu'une mise en liberté avec condition n'est pas possible, il ne vous reste plus que 2 minutes, Madame Brady, dit le greffier d'audience. Madame Brady, je disais donc que vous devriez vous pencher à nouveau sur la question pour savoir si le critère des circonstances exceptionnelles au titre de l'article 81.3 petit c petit 1 est respecté, pour voir si le maintien en détention est justifié pour l'une de ces personnes ou les 2 personnes. Alors, je comprends bien que votre question est un peu différente de la question numéro 3 à laquelle je viens de répondre, parce que vous m'avez demandé si vous devez conclure le caractère inapproprié du maintien en détention avant de considérer le respect du critère des circonstances exceptionnelles au titre de l'article 81.3 petit c petit 1. Et à notre avis, Monsieur le Président, il est difficile de voir pourquoi cette approche devrait absolument être retenue. Alors, certes, je pourrais envisager qu'il s'agit d'assurer une mesure beaucoup moins restrictive avant donc de prendre en considération ou de voir si le critère militant en faveur de la détention est respecté. Mais du point de vue pratique, Monsieur le Président, nous indiquons qu'il est beaucoup plus logique d'approcher la question sous l'angle que nous avons suggéré lors du procès en première instance, que nous aimerions pouvoir réitérer à l'appel, à savoir une approche en 2 étapes. Dans un premier temps, vous vous demandez si le critère a été respecté, et ensuite vous prenez en considération le fait suivant: est-ce que la mise en liberté avec condition répond au risque de fuite, et ensuite vous ordonnez au lieu de la détention la mise en liberté avec condition, ou alors vous utilisez les pouvoirs qui vous ont été conférés et si ces conditions ne sont pas respectées ou si l'une ou l'autre des personnes venait interrompu par le greffier d'audience. Il ne vous reste plus que 5 minutes. Madame Brady, j'en ai plus que pour 1 minute. Donc, s'il ne respectait pas, disais-je, les conditions qui ont été imposées, ou si l'une ou l'autre des personnes venait à enfreindre les restrictions et ne respectait pas, par exemple, la mise en liberté avec condition, il pourrait être renvoyé en détention ou il pourrait être maintenu en détention, suivant le cas, parce que le fait est que vous aurez déjà dégagé toutes les conclusions à ce sujet. Ça, c'est une considération d'ordre pragmatique que je vous propose. Voilà ce que nous voulions vous dire et cela met un terme à ma réponse au sujet de ces 3 questions, à moins que vous n'ayez une autre question à me poser. Le Président, je vous remercie. Madame Brady, nous allons maintenant entendre l'intervention du Conseil représentant les victimes. Thank you very much, Your Honor. Maître Massida, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges,
d'emblée, je voudrais réitérer la position des victimes, selon laquelle, en l'espèce, il existe des circonstances exceptionnelles militant en faveur du maintien en détention des co-accusés, en attendant l'appel relatif à la décision en acquittement. S'agissant des questions que vous nous avez posées, Monsieur le Président, permettez-moi de vous rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré de façon claire dans l'affaire Sanidze contre la Géorgie que tant que le maintien en détention de la personne, de l'accusé après son acquittement est fondé sur des dispositions statutaires ou des décisions judiciaires, et que cela n'est pas contraire à l'article 5 de la Convention des droits de l'homme et des principes généraux de l'état de droit. Et au fin du compte rendu, je fais référence à la décision de la Chambre, donc numéro 71503/0 8 avril 2004. Et les paragraphes pertinents sont entre le paragraphe 172 et le paragraphe 176. Je souhaite également affirmer que, conformément au texte de la Cour, la Chambre d'appel jouit du pouvoir d'imposer des conditions relatives à la mise en liberté des accusés. Et plus précisément, s'agissant de la question relative au fondement juridique permettant d'imposer des conditions à la mise en liberté d'une personne qui a été acquittée, comme cela a déjà été indiqué par l'accusation, conformément à l'article 83 du statut, et je cite, au fin d'une procédure au titre de l'article 81, la Chambre d'appel jouit de tous les pouvoirs de la Chambre de première instance. Fin de citation. Et cela comprend le droit de statuer, et je cite, sur toute question pertinente, fin de citation, comme cela est prévu à l'article 64, 6F du statut de Rome. L'article 61, paragraphe 11 du statut dispose que la Chambre de première instance peut exercer toutes les fonctions d'une chambre préliminaire à condition qu'elle soit pertinente et applicable en l'espèce. Par conséquent, à notre sens, la règle 119 du règlement de procédure et de preuve, qui prévoit la possibilité d'imposer des conditions restrictives de liberté, s'applique au stade de l'appel. De plus, je souhaite attirer l'attention des juges de cette Chambre au libellé ordinaire de l'article 81.3c du statut qui dit, et je cite, « L'accusé est immédiatement mis en liberté ». Fin de citation. Ce qui peut être interprété, à notre sens, comme en incluant la possibilité que l'accusé soit mis en liberté avec ou sans condition. Les conditions restrictives de liberté sont normalement justifiées lorsqu'il existe un besoin, la nécessité de garantir que la personne comparaisse devant la Cour, et ce jusqu'à la fin de la procédure à son encontre. À cet égard, je rappelle que la majorité de cette même chambre d'appel a déjà indiqué dans un arrêt autorisant l'effet suspensif que, et je cite, « Dans les circonstances de l'espèce, il existe des raisons péremptoires d'exercer sa compétence et octroyer l'effet suspensif afin d'éviter l'exécution d'une décision en attendant l'appel qui pourrait être contraire à l'appel définitif. Et M. Gbagbo et M. Blégoudé risquent de ne plus être disponibles pour être traduits devant cette Cour. » Fin de citation. Au fin du compte rendu, je rappelle qu'il s'agit du document 1243, paragraphe 22. S'agissant de l'établissement des
circonstances exceptionnelles, comme l'accusation a saisi la Chambre d'appel de cette question, la Chambre devra statuer sur la question de savoir s'il existe des circonstances exceptionnelles militant en faveur du maintien en détention des deux accusés en attendant que soit rendu l'appel définitif sur l'acquittement. Si la Chambre d'appel devait déterminer que de telles circonstances ne sont pas exceptionnelles, au sens de l'article 81.3c petit i, et qu'il ne justifie pas le maintien en détention des coaccusés, la Chambre d'appel, à notre sens, devrait néanmoins conclure que les circonstances existantes justifient l'imposition de conditions restrictives de liberté s'agissant des deux accusés. Autrement dit, si la Chambre d'appel conclut que les circonstances exceptionnelles telles que précisées par l'accusation et les représentants légaux des victimes ne sont pas établies, la même Chambre d'appel peut néanmoins conclure que les mêmes facteurs militent en faveur de l'imposition de conditions restrictives de liberté des accusés, notamment pour assurer leur présence lors de la suite de la procédure à leur encontre. Je rappelle que la majorité des juges de cette Chambre a déjà affirmé dans la décision octroyant l'effet suspensif que l'article 81.3c petit i a un seul but, et je cite, faire en sorte que, en cas d'appel qui aboutit donc interjeté par l'accusation contre l'acquittement, la procédure à l'encontre des personnes doit se poursuivre sans avoir besoin de recourir à un mandat d'arrêt ou de remise. Si la Chambre d'appel donc détermine qu'il existe les circonstances exceptionnelles ne sont pas établies, il reste une autre solution juridique qui est celle de faire en sorte que les objectifs et que le but ultime ne soient pas contrariés, à savoir servir la justice et administrer la justice de manière équitable et efficace. À notre sens, une telle solution juridique serait la possibilité ou milite en faveur de l'imposition de conditions restrictives de liberté contre les deux accusés. Comme cela a été examiné par une autre chambre d'appel d'une juridiction pénale internationale, à savoir le tribunal spécial pour le Liban, s'il existe une interprétation qui permettrait à la Cour d'atteindre ses objectifs et que cette interprétation s'avère insuffisante, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là qu'une autre interprétation peut être envisagée. Je fais référence à la décision interlocutoire du tribunal spécial pour le Liban sur le droit applicable, le complot terroriste et les charges cumulatives du 16 février 2011, référence de l'affaire STL/11/01/I, page 2. À cet égard, permettez-moi, Monsieur le Président, de faire une analogie ou de tenter de le faire, s'agissant de personnes qui font l'objet d'une citation à comparaître et au sujet desquelles la Chambre pourrait imposer des conditions restrictives de liberté en application de la règle 119, paragraphe 5 du règlement de procédure et de preuve. Dans une telle éventualité, les personnes visées ne sont pas en détention. De même, la Chambre d'appel a le pouvoir d'imposer des conditions restrictives de liberté en l'espèce en attendant l'appel pendant. Et ce, même s'ils n'ont pas été condamnés. S'agissant des textes juridiques régissant les tribunaux pénaux internationaux, et j'ai déjà fait référence à cela, l'accusation également, s'il est vrai qu'on reconnaît que les dispositions pertinentes du règlement de procédure et de preuve du TPIR, notamment la règle 99, est fondamentalement différente de l'article 81C, il n'en demeure pas moins que la Chambre
devrait se rappeler que ce tribunal a déjà ordonné la mise en liberté sous condition de personnes acquittées, et ce, dans différentes affaires, en attendant que l'appel soit définitif. Et je fais référence, aux fins du compte-rendu, à un appel, à une décision du 31 décembre 2008, TPI ICTR, /9, 8/4, 1, /T. Et dans l'affaire Gariro-Bagamese, affaire décision du 21 février 2004, ICTR /99 /46 T. Enfin, le juge président interrompant. Maître, puis-je vous demander de bien vouloir épeler les noms de ces affaires afin que les sténotypistes puissent bien les transcrire. Maître Massida, en plus du fait que ma prononciation n'est peut-être pas la bonne, je propose de fournir les noms effectivement aux sténotypistes ainsi qu'aux interprètes, si cela vous convient. Le juge président, très bien, mais je crois qu'il serait plus aisé de les épeler au moment où vous prononcez ces noms-là. Maître Massida, d'accord. Donc, s'agissant de la première décision, c'est l'affaire KIBALAJA, Kabiliji. Et la deuxième affaire, NTAGARURA, Tagerura. Et le dernier nom, je dois avouer que je ne suis pas très bonne pour ce qui est d'épeler ces noms. Donc le nom s'appelle de la manière suivante: BAGAMBAKI, Bagambiki. Et je prie les personnes concernées de bien vouloir m'excuser pour cette prononciation. Enfin, s'agissant de l'évaluation de la nécessité d'imposer des conditions restrictives de liberté, nous estimons que la Chambre d'appel devrait garder à l'esprit en particulier le risque concret de fuite des deux accusés et de l'impact de la mise en liberté sans condition sur le bien-être et la sûreté des victimes. Et à ce chapitre, Monsieur le Président, les victimes demeurent très préoccupées par la possibilité de la commission d'autres crimes et de tentatives visant à compromettre l'intégrité de la procédure si les deux accusés sont remis en liberté sans condition. J'en ai terminé, Monsieur le Président, et je vous remercie de votre attention. Le juge président, merci beaucoup, Maître Massida. Nous allons maintenant entendre les observations du Conseil représentant M. Gbagbo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne la réponse à la question, et je cite, « Sur quelle base légale, le cas échéant, est-il possible d'imposer des conditions à la mise en liberté d'un accusé à la suite de son acquittement ?» Fin de citation. La réponse de la défense est claire. Notre position est que cela n'est par principe pas possible. La position de la défense part d'un constat simple. La liberté est un droit essentiel qui appartient à tout être humain. Laurent Gbagbo pourrait-il être dépossédé de ce droit ?
La réponse est bien évidemment non, puisqu'il a été acquitté et que l'acquittement implique qu'il recouvre automatiquement l'intégralité de ses droits. Pourquoi? Parce que son innocence a été reconnue par les juges et qu'il est impossible de limiter la liberté d'une personne innocente. Les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont claires. L'article 5.1 de cette Convention précise les cas où la liberté d'une personne peut être limitée. Par exemple, dans le cas d'une personne accusée. Compte tenu de l'importance cruciale de la question de la liberté, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme a constamment réaffirmé dans sa jurisprudence que la liste des cas prévue à l'article 5.1 était exhaustive. La possibilité de limiter la liberté d'une personne acquittée n'est pas prévue dans la liste de l'article 5.1. Et donc, le caractère exhaustif de la liste rend la situation claire. Il n'est pas possible d'envisager de limitation à la liberté d'une personne acquittée. C'est donc, monsieur. Does that take into account, or rather, Le juge président, est-ce que cela prend en compte ou fait fi de la procédure d'appel lorsque vous parlez d'acquittement? L'acquittement redonne à la personne son statut initial avant le début de la procédure à son encontre, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il d'un appel? L'appel de l'acquittement. Est-ce que l'appel d'un acquittement n'a pas de signification, n'a pas d'impact sur la question du maintien en détention, sinon la mise en liberté sous condition? Et est-ce que vous avez des sources juridiques? Est-ce que vous pouvez nous citer une jurisprudence qui précise que lorsqu'une personne qui a été acquittée et qu'il y a un appel pendant, cette personne ne peut être maintenue en détention ou remise en liberté sous condition? Est-ce que vous avez des références juridiques qui parlent de cela? Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, je réponds bien volontiers à votre question. En réalité, plusieurs questions. Une question très riche. La première chose, il me semble qu'il faut distinguer entre le statut d'un acquitté et la procédure. Le statut d'un acquitté est simple. L'acquitté recouvre l'intégralité de ses droits. Son statut est celui d'une personne non plus présumée innocente, mais reconnue innocente. Et comme toute personne reconnue innocente, comme toute personne innocente, il doit disposer logiquement de l'intégralité de ses droits. Ça, c'est son statut. Et dans ce sens, pour répondre à votre autre question, j'ai en effet quelques jurisprudences que je vais vous citer de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui vont dans ce sens. Et puis ensuite, je vous dirai un mot pour être tout à fait complet sur la question de l'appel. Alors, concernant la jurisprudence, il y a d'abord CEDH, Clefia et autres contre Italie. Alors, je vais épeler. KHLAIFIA et autres contre Italie, 15 décembre 2016, numéro 16 483/12, 16 483/12, paragraphe 88. Monsieur le Président, si vous permettez, compte tenu du peu de temps dont je dispose, je vais répondre
rapidement à votre question, tout en développant mon argumentation. Sur le caractère exhaustif, qui était aussi un élément de votre question, de la liste de l'article 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la jurisprudence, d'une certaine manière, il n'y a pas de véritable jurisprudence puisque les dispositions même de l'article sont tout à fait claires. Ce qui est dans l'article permet une limitation à la liberté, les cas prévus à l'article permettent une limitation à la liberté. Et ce qui n'est pas prévu, eh bien, pour ce qui n'est pas prévu, ne peut jamais y avoir de limitation à la liberté. Or, il n'est pas prévu de limitation à la liberté d'une personne acquittée. Alors, si vous permettez, je vous renvoie une seconde, je renvoie votre chambre une seconde à ce que nous avions dit dans nos écritures lorsque nous avions mentionné la jurisprudence de la Chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo. C'était sa décision du 26 avril 2017. Du 26 avril 2017, qui a dit tout à fait clairement il n'y a aucune circonstance qui justifie le maintien en détention d'une personne acquittée. Aucune circonstance qui justifie le maintien en détention d'une personne acquittée, et je réponds à votre question pendant son appel. Et si vous permettez, je reprends le fil parce que c'est un moyen de répondre encore plus complètement à votre question. C'est à l'aune de ce constat, de l'existence d'une jurisprudence des droits de l'homme claire, extrêmement claire sur ce point, qu'il faut comprendre le statut de Rome, ou plutôt en comprendre l'esprit, puisque l'article 21.3 du statut prévoit que le statut doit s'inscrire harmonieusement dans le cadre, et je cite, des droits de l'homme internationalement reconnus. Fin de citation. Le fait que ce principe de liberté soit ainsi reconnu au plan international explique qu'aucun acquitté dans aucune juridiction pénale internationale n'a jamais été maintenu en détention le temps de l'appel du jugement d'acquittement. Jamais. Et ce qui est vrai pour la détention est vrai aussi pour d'autres limitations à la liberté. Il faut donc le dire clairement. Et pour répondre directement à la question posée par votre Chambre, de notre point de vue, l'article 81.3 CI, tout comme toute autre mesure restrictive de liberté, restrictive de la liberté d'une personne acquittée, est tout simplement incompatible avec la jurisprudence des droits de l'homme. L'appliquer, pardon. Le juge président, et vous poussez votre logique jusqu'où exactement? C'est-à-dire qu'aucune limitation ne doit être imposée pendant l'appel. Est-ce que cela comprend des limitations? Par exemple, une personne est acquittée, mais pendant l'appel, nous exigeons que vous comparaissiez ou vous vous présentiez lors d'une audience, par exemple. Est-ce que vous excluez une telle éventualité? Non, Monsieur le Président, je crois qu'il y a ici pour vous répondre deux aspects. Naturellement, nous ne l'excluons pas. Si une personne doit se présenter, elle doit se présenter. Et je ne vais pas sur le terrain des dispositions que nous allons discuter tout à l'heure,
mais vous savez qu'il y a eu des engagements, qu'il y a eu toutes sortes de choses que nous discuterons. Cela, nous le comprenons et nous sommes tout à fait prêts à en discuter de manière pragmatique et efficace avec votre Chambre. En revanche, sur le plan des principes, limiter la liberté d'une personne acquittée ne nous semble pas possible, car ce n'est pas prévu, pensé, conçu dans la jurisprudence internationale des droits de l'homme. Et par conséquent, ce n'est pas l'esprit du statut de Rome. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, ce qui n'empêche pas, en effet, pour aller dans votre sens, une discussion franche et ouverte sur un certain nombre d'aménagements ou de dispositions propres à assurer la possibilité de la poursuite des procédures. Ce sont, de notre point de vue, deux choses différentes. Et si vous permettez, je vais préciser ce que j'entends par là pour être tout à fait complet. Le Président, permettez-moi de m'assurer que je vous ai bien compris. C'est peut-être une question de phraséologie ou de concept ou peut-être de traduction lorsque vous parlez de limitation des libertés, de la liberté. Des libertés se reprend l'interprète. C'est ce que nous parlons en fait de la notion qui implique des conditions à la libération, ou est-ce que l'on considère ces conditions de libération comme étant une limitation de la liberté ou pas? Alors, Monsieur le Président, si l'on se place, pour vous répondre, sur le plan des principes, toute limitation à la liberté est une négation par définition de la liberté et par conséquent est logiquement assimilable à une détention. Il faut distinguer les deux, de notre point de vue naturellement. Il faut distinguer les deux. Vous avez d'un côté maintien en détention et limitation à la liberté, quelle qu'elle soit, sur le plan des principes, et de l'autre, la liberté, et la liberté pour être réelle, car il s'agit d'un principe essentiel qui fonde l'humanité de chaque être humain. La liberté pour être réelle doit être complète. Sinon, il n'y a pas de liberté. Donc sur le plan des principes, je vous réponds... I'm sorry. Président, je m'excuse, Maître Altit. Je ne suis pas sûre que vous ayez répondu clairement à ma question. La question de savoir si vous envisageriez une libération conditionnelle comme quelque chose qui implique ou est égal à l'illimitation de la liberté. On pourrait parfaitement comprendre que certains puissent adopter ce point de vue et d'autres pas. Si vous me dites que je suis supposé faire rapport dans un endroit particulier à une heure donnée alors que je peux faire autre chose, vous limitez mes libertés. Donc, d'autres peuvent considérer que c'est une limitation de la liberté, d'autres pas. En d'autres termes, est-ce que la libération conditionnelle implique une limitation de la liberté telle que vous l'argumentez? La réponse est oui, Monsieur le Président. Une libération conditionnelle implique nécessairement une limitation de la liberté. Mais si vous permettez, je vais continuer parce que je pense qu'il faut qu'on passe à l'étape des circonstances exceptionnelles pour que notre position soit tout à fait claire pour votre Chambre. Alors je continue. Alors, je continue en rappelant que pour les besoins de la discussion, si l'on s'intéresse à la manière dont on peut aborder la question que vous posez dans le cadre du statut de Rome, il convient nécessairement de se pencher sur l'article 81.3 CI. Je vais vite, car il me reste peu de temps. Cet article parle de circonstances exceptionnelles. Une notion qui ne peut être manipulée qu'avec la plus grande prudence. Et par définition,
ne peut être mise en œuvre qu'exceptionnellement, sous peine, comme nous venons de le rappeler, de porter une atteinte intolérable aux droits fondamentaux de l'individu. Car plus on étend la notion de circonstances exceptionnelles, plus on réduit le principe de liberté. Et de la lecture de l'article 83 CI, il ressort que s'il n'existe pas les circonstances exceptionnelles, il n'y a alors qu'une et une seule issue possible, la mise en liberté immédiate de la personne acquittée. Et maintenant, cela me permet de vous répondre tout à fait complètement, Monsieur le Président. C'est donc que si une chambre considère qu'il existe des circonstances exceptionnelles, que peut se poser la question des conditions mises à la liberté. Pour nous, la logique imposée par le statut est claire. Il faut donc d'abord vérifier l'existence de circonstances exceptionnelles avant que puisse avoir lieu une quelconque discussion sur d'éventuelles conditions mises à la liberté, ce qui répond à votre deuxième question, la deuxième question que vous posiez, que vous nous avez posée hier. Par conséquent, pour aborder à présent votre troisième question, lorsque votre Chambre nous demande si une liberté conditionnelle pourrait être discutée avant que soit examinée l'existence de circonstances exceptionnelles, notre réponse est négative, est logiquement négative. Pour nous, il n'existe pas de base légale pour une telle approche, c'est-à-dire une approche qui ferait fi de circonstances exceptionnelles. Council has 7 minutes. Le greffe, il vous reste 7 minutes, Monsieur le Conseil, y compris le temps nécessaire pour répondre aux questions. J'insiste donc, la lettre de l'article 81 3 CI est claire. Elle prévoit explicitement que soit établie l'existence de circonstances exceptionnelles avant que puissent être considérées des limitations à la liberté d'une personne acquittée. Quant à la règle 119 du règlement de procédure qui traite de la question de la, et je cite, « mise en liberté sous condition », fin de citation, elle implique, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, logiquement, qu'il existe une cause légale à la détention. Autrement dit, la règle 119 ne peut être comprise en dehors d'un contexte particulier. Il s'agit d'une règle concernant les modalités d'une liberté conditionnelle et non d'une règle qui s'applique à la raison d'être d'une telle liberté. L'expression de la règle 119, je cite, « mise en liberté sous condition », fin de citation, renvoie en réalité à une forme de détention aménagée en fonction de telle ou telle condition, et donc ne s'applique pas en tant que telle à une personne acquittée qui, par définition, est libre. Puisque la règle 119 n'est pas applicable, que resterait-il comme autre base légale? De notre point de vue, aucune. Par conséquent, notre réponse à la question que vous posez peut être précisée de la manière suivante. Rien ne permet de limiter la liberté d'une personne acquittée s'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles. Un dernier point, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, concernant la présente procédure. Il s'agit, rappelons-le, de l'appel interjeté par l'accusation d'une décision de la Chambre de première instance. De notre point de vue, l'objet du présent appel n'est donc pas de déterminer, d'abord, dans quel cadre juridique une liberté conditionnelle
pourrait être organisée, mais plus simplement de déterminer si la Chambre de première instance pourrait avoir commis une ou plusieurs erreurs de droit ou de fait dans l'application de l'article 81.3 CI, en concluant, comme elle l'a fait, qu'il n'existait pas ici de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié du maintien en détention de la personne acquittée. Or, et nous ne revenons pas sur le détail de notre réponse écrite, il ressort clairement des débats que le procureur est incapable de démontrer la moindre erreur qu'aurait commise la Chambre de première instance. Et comment le pourrait-il, alors qu'il apparaît clairement qu'il n'a démontré en aucune manière, devant la Chambre de première instance, l'existence de circonstances exceptionnelles. Si la Chambre d'appel devait conclure que la Chambre de première instance n'a erré ni en droit ni en fait, elle ne pourrait alors que confirmer la décision de la Chambre de première instance, et toute discussion sur le cadre dans lequel une liberté conditionnelle pourrait ou non être organisée tomberait par ce fait hors du cadre de l'appel. Disons-le autrement, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, de notre point de vue, la Chambre d'appel, votre Chambre, devra nécessairement se prononcer en premier lieu, et avant toute autre chose, sur la question, à l'occasion de l'analyse des éventuelles erreurs commises, sur la question de l'existence ou non de circonstances exceptionnelles. Car là, est la raison d'être du présent appel. Quel que soit le cadre juridique que la Chambre d'appel décidera d'appliquer, il ne pourra qu'être organisé, pensé, si je puis dire même, autour des droits de Laurent Gbagbo, puisque Laurent Gbagbo a été acquitté, et puisque nous parlons ici de liberté, qu'elle soit ou non assortie de conditions. Alors je vais répéter, avec votre autorisation, ma dernière phrase. Je disais, quel que soit le cadre juridique que la Chambre d'appel, votre Chambre, pourra appliquer, ce cadre ne pourra être pensé, organisé, qu'autour des droits de Laurent Gbagbo, puisque ce dernier a été acquitté. Et que par conséquent, c'est bien de sa liberté que nous parlons, c'est bien sa liberté qui est au cœur du présent débat. Que cette liberté, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, soit assortie ou non de conditions. One question for you, Counsel. Le juge président, une question pour vous, Monsieur le Conseil. Lorsque vous avez présenté vos arguments, vous avez cité la jurisprudence du tribunal de la Chambre spéciale du Kosovo, qui, vous avez dit, considère qu'en aucune circonstance, une personne acquittée ne peut être maintenue en détention pendant l'appel. C'est ce que vous avez dit, cela. Vous avez cité la jurisprudence à cet égard. Est-ce que vous avez également une jurisprudence concernant le fait qu'en aucune circonstance, une personne acquittée ne peut, ou une personne en détention conditionnelle, ne peut être en détention conditionnelle pendant l'appel? Est-ce que vous avez également une jurisprudence sur ce point? Je vous réponds tout de As suite. you know, that is the
Le juge président, comme vous le savez, c'est une des exigences premières de l'accusation, c'est-à-dire la demande de libération conditionnelle. Est-ce qu'il peut y avoir une jurisprudence qui dit qu'il ne peut pas y avoir de libération conditionnelle dans le cadre d'un appel? Oui, merci, Monsieur le Président. Nous avons articulé cette intervention autour du principe. Parce que nous parlons de principe, nous parlons de la liberté d'un homme. Et c'est ce principe qui explique des décisions comme celle que vous venez de mentionner. En réalité, la question est toujours la même. Liberté contre limitation à la liberté. Liberté versus limitation à la liberté, que ce soit détention ou autre chose. Par conséquent, pour répondre à votre question, que ce soit le temps d'un appel ou pour toute autre raison, la question est la même. Le problème posé est le même. Peut-on limiter les droits d'une personne acquittée, les droits dont la personne acquittée a récupéré l'intégralité? Thank you very much. Le président, merci beaucoup, Monsieur le Conseil. Nous allons maintenant écouter le conseil de Monsieur Blégoudet. Good morning, Mr. President, Your Honor. Maître Knops, bonjour Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, votre première question est de savoir est-ce qu'il est juridiquement possible d'imposer des conditions à une personne acquittée. Tout d'abord, si l'on regarde la question au sens strict, la réponse devrait être non. Dans la mesure où le régime juridique d'une personne acquittée, même dans le cadre des statuts de cette Cour, n'autorise pas de conditions. La question néanmoins devant cette Chambre est la suivante. Est-ce que la Chambre, dans le régime juridique d'une personne acquittée, peut utiliser un système de liberté conditionnelle? En d'autres termes, est-ce que l'on peut fusionner les systèmes? Pour répondre à cette question, nous devons nous pencher sur le système de liberté conditionnelle, Monsieur le Président. Au début, il faut dès le début noter que, et je pense que cela n'engendrera qu'un litige, que la liberté conditionnelle, la libération conditionnelle et la libération immédiate sont des concepts juridiques. Et si la Chambre demandait à l'équipe de la défense si un système de libération conditionnelle peut être imposé au régime d'une personne acquittée, nous répondrions que cette question devrait trouver une réponse non pas sur la base de l'interprétation des statuts, comme le suggère l'accusation, mais plutôt sur la base d'une interprétation des textes. Pourquoi? Eh bien, parce que l'article 22, à la section 2 des statuts, s'applique également et clairement au droit de procédure, droit procédurier de l'accusé. Donc, dans le cas d'une ambiguïté, toute interprétation du statut devrait être favorable à l'accusé. Dans le cas d'une personne acquittée. Vous pouvez également trouver cette observation dans l'opinion et l'avis dissident
du juge Morrison et du juge Mansky au paragraphe 5. Dans leur avis, leur opinion dissidente sur l'effet immédiat d'une libération immédiate. Monsieur le Président, nous faisons valoir que si la Cour devait se pencher sur le système de libération provisoire et se demander si cela pouvait être imposé à une personne acquittée, il faut garder à l'esprit deux observations. Tout d'abord, le système de libération conditionnelle exige une revue de la détention tous les 6 mois. Si vous regardez le texte de ce système, il ne s'applique pas automatiquement à une libération immédiate, même dans le cadre de l'article 81.3c. C'est là ma première observation. Deuxième observation, les règles de procédure et de preuve, notamment la règle 119 et la règle 118, s'appliquent clairement à une libération provisoire en attendant le procès ou avant le procès. Oui, ici, nous ne parlons plus de procès, Monsieur le Président. Le procès est terminé. La Chambre d'appel ne peut que se demander si une erreur de fait ou de droit a été commise. Mais le procès sur les faits est terminé. De ce fait, le système des règles de procédure et de preuve, en tant que tel, ne peut automatiquement s'appliquer en appel. Pourquoi est-ce que je dis cela, Monsieur le Président? Simplement parce que cela signifie que le droit d'une personne accusée, c'est-à-dire d'une personne acquittée, dans le cadre de ces systèmes de révision de détention ou de libération provisoire, ces droits ne sont pas automatiquement applicables. Lorsque quelqu'un est acquitté et qu'il est maintenu en détention en appel, basé sur l'article 81.3c. Le président interrompant. Monsieur le Conseil, est-ce que vous pourriez regarder ou vous écarter de la règle 119 pendant un instant et regarder plutôt la règle 149? Dans la règle 59, la règle 59 stipule que les chapitres 5 et 6 des statuts, je suppose, et les règles applicables à la procédure et à l'administration de la preuve devant la chambre préliminaire et la chambre de première instance s'appliquent mutatis mutandis aux procédures devant la chambre d'appel. Bien, il est dit les règles applicables à la procédure et à l'administration de la preuve. Est-ce que ceci nous ramène à la règle 119? Le Conseil, bien sûr, le juge président, et les chapitres 5 et 6 contiennent certaines dispositions, comme par exemple les articles 57, 3A. Est-ce que vous pourriez regarder l'article 57, 3A? Qui stipule que, outre ces autres fonctions dans le cadre du statut, la chambre préliminaire peut, sur requête du procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d'une enquête. Bien, maintenant, mutatis mutandis remplace ici les enquêtes et on remplace ça par appel. Est-ce que ça fonctionne? Le Conseil, bien sûr, Monsieur le Président. Le Président, pourquoi? Maître Knoops,
Bien, la question est, en fait, avec tout le respect que je vous dois, si les rédacteurs de l'article 81.3c avaient pour objectif d'avoir tout ce régime mis en place lorsqu'ils sont concernés par une libération immédiate. Le président, oui, mais l'article 83C porte sur ce régime particulier qui est la détention, n'est-ce pas? Maître Knoups, oui. Le président, bien, si nous n'envisageons pas la détention comme cela figurait dans la requête première du procureur, est-ce que nous avons besoin d'être limités et piégés par les dispositions de l'article 81.3c. Maître Knoups, je comprends parfaitement votre question, Monsieur le Président, mais bien entendu, la proposition de l'accusation est moins intrusive. C'est une interprétation moins intrusive et la libération provisoire est une méthode moins intrusive que la détention. Mais votre première question était de savoir si nous pensons qu'il y a un pouvoir ou une base juridique pour imposer des conditions lorsque quelqu'un a été acquitté et considéré comme non coupable. Notre réponse est non, en principe. Deuxième question, est-ce que la Chambre a le pouvoir d'imposer des conditions ou des moyens moins intrusifs ou une forme de détention moins intrusive à travers des conditions. Et pour ce faire, nous devons essayer de voir comment ces conditions se sont appliquées dans le passé sur l'interprétation proposée par le procureur. Maintenant, votre question au conseil principal de M. Gbagbo était de savoir s'il y avait déjà eu des précédents de libération devant des tribunaux pénaux internationaux, sans condition. J'ai cru comprendre que c'était là une de votre questions. Le président, non, je ne pense pas que c'était la question. La question est de savoir s'il y a un précédent judiciaire qui exclut une libération provisoire pendant l'appel. À moins... J'ai un peu oublié la question, mais je pense que c'était là la question. Maître Knoups, je ne sais pas cela, Monsieur le Président, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au TPY, où 19 personnes ont été acquittées pour autant que nous le sachions, dans 9 affaires, l'accusation a fait appel, mais elle n'a jamais fait appel à l'ordonnance de libération immédiate. Donc ces personnes ont été libérées immédiatement au TPIR où ces cas ont été mentionnés. Il y a eu 4 cas précédents où après acquittement, certaines conditions ont été imposées. Mais il s'agissait de conditions plutôt limitées concernant le changement de résidence, les passeports. Donc c'était des conditions limitées. En d'autres termes, il se peut que la Chambre ait le pouvoir d'imposer certaines conditions, mais nous avançons que ces conditions ne peuvent être basées sur un régime complet de libération conditionnelle, parce que ceci irait à l'encontre du principe du droit d'une personne acquittée à retrouver sa liberté. Bien, parlons de précédent maintenant. La représentante légale des victimes a cité l'affaire de... Je pense que c'était Azanitsa, affaire de 2004 en Géorgie. Mais si vous regardez le paragraphe 173, la Chambre d'instance de la Cour européenne des droits de l'homme a clairement stipulé qu'il est inconcevable qu'un État puisse aller à l'encontre d'une règle de la règle de droit. Dans une telle situation, que dans une telle situation, une personne continue à être privée de sa liberté en dépit de l'existence d'une ordonnance de mise en liberté. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans l'affaire Tamayo en 1997, a promulgué la même chose dans ses conclusions. Et cette affaire concernait une citoyenne péruvienne qui avait été
poursuivi pour trahison et après acquittement et ordonnance de détention par un tribunal civil. Elle a été acquittée par le tribunal militaire, mais le tribunal civil a ordonné un ordre de détention, émis un ordre de détention pour crime de terrorisme pendant cette période. Et la Cour interaméricaine des droits de l'homme a observé que sa position judiciaire était celle d'une détenue acquittée qui n'avait été ni jugée ni condamnée. Vous trouverez cela au paragraphe 53-54 de cette décision du tribunal de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui était d'avis que cette situation était un non-respect du droit de la personne à la liberté et à d'autres garanties. En d'autres termes, dans le principe, l'imposition de conditions à l'encontre d'une personne acquittée semble aller à l'encontre des droits de la loi sur les droits de l'homme sur le plan international. Le président, oui, mais les deux instances que vous venez de citer, vous voyez pourquoi il est difficile d'utiliser ces instances. Dans un cas, il y avait une ordonnance de la Cour qui demandait la libération de quelqu'un, mais les autorités de l'État n'ont pas procédé à la libération. Nous n'en sommes pas encore là, nous sommes encore ici devant la Cour. La question maintenant est de savoir si il y aura une ordonnance de la Cour à la fin de ces procédures qui dirait une chose ou l'autre. Donc, nous ne sommes pas tout à fait dans le cadre de ce premier scénario. Et vous avez cité un deuxième scénario, en vertu duquel un tribunal militaire avait acquitté quelqu'un alors qu'un tribunal civil avait eu une approche différente. Mais ici, il s'agit de la même cour qui envisage soit de les libérer ou non. Maître Knopp, c'est tout à fait exact, Monsieur le Président. La situation est telle que, à l'heure actuelle, la détermination de la culpabilité est quelque chose au sujet duquel la Cour ne s'est pas exprimée. Alors, il y a une certaine analogie. Certes, je vous le concède, la situation n'est pas exactement la même, mais pour revenir sur ma réponse à votre première question, je dirais que, en principe, non, il n'y a pas de pouvoir pour imposer des conditions à une personne qui a été acquittée. Et si vous prenez en considération les 19 acquittements du TPY, à savoir aucun des appels interjetés par l'accusation n'a été accompagné par un appel contre la mise en liberté immédiate. Il est évident que ces personnes sont rentrées chez elles sans qu'aucune condition ne leur soit imposée. Et il me semble qu'il s'agit là du point de vue exact en droit international. Alors bien entendu, du point de vue pratique, il est évident que l'accusation suggère une méthode moins restrictive au cas où la Chambre d'appel envisagerait comme une possibilité de transposer le système de la mise en liberté avec condition à l'article 81.3 petit d. Et, Monsieur le Président, j'en arrive maintenant à votre deuxième question. Je serai très bref. Alors, je pense que nous pouvons tout à fait dire, pour suivre la réponse qui a été apportée à votre première question, la réponse est que nous allons répondre par l'affirmative. Il y a 3 arguments qui militent en faveur de cela. Dans un premier temps, il est absolument nécessaire que la Chambre détermine l'existence de circonstances exceptionnelles avant de pouvoir déterminer quelles sont ces conditions si vous décidez d'imposer des conditions aux personnes qui ont été acquittées. Alors, premièrement, comme la défense, vous avez étudié les travaux préparatoires, les livres qui ont été rédigés par M. Bassioni au sujet du statut de Rome et de son historique. Et là, vous ne trouvez aucune définition de ce qui constitue une circonstance exceptionnelle. Donc, il y a ambiguïté. Et à notre avis,
toute interprétation devrait être conforme à l'article 22, paragraphe 2 du statut, conformément à l'opinion qui a été exprimée par les juges, par monsieur le juge Hofmannsky dans son opinion dissidente, et plus particulièrement au paragraphe 5. Et puis, deuxièmement, il y a un précédent devant cette Chambre. Il y en a même 3, à notre avis. Et ces précédents indiquent que lorsqu'il y a ambiguïté au niveau du statut, et là je pense à cette situation, à la définition d'une circonstance ou de circonstances exceptionnelles, toute interprétation doit se faire en faveur de la personne qui a été acquittée. Ce qui signifie que ce raisonnement juridique, à savoir, est-ce que toutes les conditions pour la mise en liberté avec condition peut être tout simplement imposée à une personne qui a été acquittée, devrait être interprétée de façon stricte. Et je pense à l'affaire Bemba, à l'affaire Al-Bashir, et je pense plus précisément au paragraphe 50 de l'arrêt dans l'affaire Katanga. Et là, vous découvrez comment les juges ont appliqué l'article 22, section 2 du statut, ou chapitre 2 du statut. Les juges de la Chambre d'appel ont fait état de la position ou de la situation des juges en matière d'interprétation d'une disposition qui n'est pas énoncée clairement et que cela ne devrait pas constituer une interprétation générale qui irait au détriment de l'accusé. C'est le libellé retenu dans le paragraphe 50 dans la Chambre d'appel dans l'affaire Katanga. Monsieur le Président, pour terminer mes observations au sujet de la deuxième question qui a été posée, nous avançons que la Chambre, si elle répond de façon affirmative à la première question, devrait dans un premier temps déterminer si des circonstances exceptionnelles existent véritablement avant d'amorcer la discussion au sujet de ces conditions. Inutile de vous dire, et bien entendu cela fera partie de nos arguments présentés ultérieurement, inutile de vous dire, disais-je, que M. Blégoudet respectera toutes les conditions que la Chambre souhaitera lui imposer. Mais nous pensons que il s'agit de la situation en vertu de laquelle la Chambre devrait, dans un premier temps, répondre de façon affirmative à la première question. Et pour ce qui est de la troisième question, Monsieur le Président, qui est la dernière question, nous avançons que cette question pourrait peut-être nous permettre de renverser la vapeur, en quelque sorte. Et nous avançons que la mise en liberté immédiate devrait être le point de départ, à notre avis, et en conséquence, nous faisons valoir que seulement et seulement lorsque des circonstances exceptionnelles seront respectées, à votre avis, seulement en ce cas de figure, nous devrions avoir une discussion au sujet de la mise en liberté avec conditions, avec la détermination de ces conditions, parce que cela sera la mesure qui sera la moins restrictive. Le greffier d'audience, il vous reste 6 minutes et demie, maître Knops. Et ce que nous avançons, c'est que il y a le concept de la mise en liberté immédiate et le concept de la mise en liberté avec conditions. À l'avenir, il n'y aura pas de différence. Et pourtant, vous avez la doctrine, vous avez la jurisprudence qui nous présente la situation comme correspondant à deux concepts très différents. Et nous ne pouvons tout simplement pas en faire fi, car du point de vue pratique, il se peut que ce soit une solution commode, mais du point de vue théorique, Monsieur le Président, nous ne pouvons quand même pas faire fi de la réponse. Une personne qui a été
acquitté ne peut absolument pas être détenu ou ne peut pas être maintenu ou ne peut pas se voir accorder une mise en liberté avec condition. C'est une réponse très très claire. Car l'accusation a fait référence, à juste titre d'ailleurs, aux 4 affaires du TPIR. Mais si vous les prenez en considération, vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a eu certaines conditions qui ont été imposées à ces 4 personnes, mais elles étaient très limitées. Il s'agissait du changement de résidence, du fait qu'il fallait garder le contact avec les autorités. D'accord, mais cela devrait être beaucoup plus général. Des conditions telles que ne pas s'exprimer en public, aucun discours public, ou des conditions telles que il ne faut pas que des contacts soient pris avec cette personne. Ça, c'est quelque chose de différent. Mais nous reviendrons là-dessus cet après-midi. Donc, ce que nous avançons, c'est que pour répondre à la première question, il n'y a pas de pouvoir qui permet d'imposer des conditions à une personne qui a été acquittée. Alors, certes, nous savons que ce procès va se poursuivre, mais le fait est que ces personnes sont libres pour partir et peuvent disposer. Elles ont été acquittées, ces personnes, Monsieur le Président. Et puis, Monsieur le Président, une toute dernière remarque. Il a été question de 4 affaires qui ont été mentionnées par l'accusation. 4 affaires pour lesquelles des conditions ont été imposées, même si elles étaient assez limitées. Mais il y a eu des opinions dissidentes qui ont été exprimées. Donc, en conséquence, le simple fait qu'il y ait une opinion dissidente pour ce qui est d'un acquittement ne permet pas de décider quelle est la perspective pour l'appel. Et comme vous l'avez dit à juste titre, cette affaire est loin d'être terminée. Vous avez cette référence que j'ai faite à l'affaire Tomayo devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et j'ai mentionné également une autre affaire, et certes, elles ne sont peut-être pas directement applicables à notre situation. Mais par ailleurs, Monsieur le Président, cette Chambre ne dispose d'aucune information au sujet de l'issue de cet appel. Cette Chambre ne dispose d'aucune information et cette Chambre sait pertinemment, comme nous le savons, tout aussi pertinemment, que lorsqu'il y a des opinions dissidentes, on ne peut pas savoir comment va se terminer l'appel. Il pourra être fait droit à l'appel, comme le contraire pourra également être la situation. En conséquence, M. Blégoudet a le statut d'une personne acquittée qui devrait retrouver la liberté sans aucune condition. C'est tout simplement la situation en vertu du droit international. Alors certes, la Chambre peut avoir une interprétation logique et élargie. Et la Chambre pourrait faire preuve d'une grande créativité, puisque nous sommes tous des esprits juridiques présents dans ce prétoire. Et la Chambre pourrait imposer un système ou le système d'une mise en liberté avec condition à une personne acquittée. Je pense que tout un chacun dans ce prétoire pourrait présenter un raisonnement justifiant cela. Mais la question qu'il convient de se poser, Monsieur le Président, est la suivante. Est-ce que cela est équitable vis-à-vis de la personne acquittée? Et là, je dois vous dire qu'il y a un certain amalgame il y a eu une fusion qui a été opérée entre 2 systèmes différents au sein de la CPI, à savoir la mise en liberté immédiate par opposition à la mise en liberté avec condition. Le Président, je sais que vous étiez sur le point de finir, Maître, et qu'il ne vous reste plus qu'1 minute 44. Mais lorsque vous parlez de confusion ou d'amalgame, est-ce que vous ne pensez pas que nous avons un problème lorsque nous essayons de faire appel aux préoccupations qui ont été exprimées au terme de l'article 81.3 petit c? Et ces préoccupations, en fait, peuvent être mises en parallèle avec un autre concept
le concept repris à l'article 81.3 petit c, où il est fait état de mise en liberté immédiate après acquittement, sauf s'il existe des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier la dite détention ou le maintien en détention. Mais il n'est absolument pas question de régime de maintien de détention au titre de l'article 81.3 petit c. En d'autres termes, est-ce que il ne s'agit pas d'un régime au titre de l'article 81.3 petit c? Si nous parlons de mise en liberté avec condition, est-ce que nous ne devrions pas trouver la seule source et le seul régime applicable hors article 81.3 petit c? Je ne sais pas si vous comprenez ma question, Maître Knopsou, je la comprends. Le Président, j'ai l'impression que nous faisons un amalgame en ce moment. Maître Knopsou, tout à fait. Le Président, donc la mise en liberté avec condition et le maintien de la détention. Si nous continuons à nous concentrer sur l'article 81.3 petit c, Maître Knops, Monsieur le Président, c'est une question qui est tout à fait valable. Je comprends la raison d'être de votre question. Ma réponse serait que si vous interprétez le terme détention et maintien de la détention comme le concevez, comme cela est conçu dans le statut, vous pourriez dire qu'il s'ensuit du libellé du maintien en détention implicite que le régime de mise en liberté avec condition pourrait être appliqué. Mais la question est comme suit. Est-ce que la Chambre est disposée à accorder cette interprétation? J'ai répondu à la question d'un point de vue absolument théorique. Je comprends votre question comme étant une question s'inscrivant dans le cadre du pragmatisme. Alors je pense que du point de vue théorique, nous pouvons conclure que lorsqu'il y a une personne qui a été acquittée, il n'y a pas de base juridique pour imposer des conditions, absolument aucune. Donc vous avez le système de la CPI. Parce que vous avez le TPY, le TPIR, l'article 99b. Il n'y a aucun système dans le monde qui permettrait à une personne d'être maintenue en détention après un acquittement. Donc l'article 80 est unique en son genre. Les rédacteurs ne nous ont pas permis d'aboutir à une interprétation idoine. Le Président, mais est-ce que cela est peut-être pour cela qu'il demande des circonstances exceptionnelles, Maître Knops? D'après ce que nous savons, et nous avons fait toutes les recherches en la matière, nous n'avons trouvé aucune référence dans aucun manuel, dans aucun travaux préparatoire qui permettrait de comprendre ce qu'entendaient les rédacteurs. Si nous n'avons rien vu à ce sujet, il n'y a aucune disposition qui rappelle l'article 81.3 petit c. Cela a été mis en œuvre, mais je dois dire que les rédacteurs nous laissent en plein tâtonnement. Le Président, mais il se peut en fait qu'il y ait un raisonnement et que c'est la raison pour laquelle, si nous ne le comprenons pas, les choses n'ont pas beaucoup de sens. Maître Knopp, c'est tout à fait exact. Le Président, est-ce que, par exemple, dans le cadre d'une juridiction nationale, vous savez, si vous avez, par exemple, une juridiction nationale, la Cour a autorité, ou les tribunaux ont pleine autorité, y compris par rapport à l'appareil policier de l'État, la Cour ou le tribunal est tout à fait en mesure de rendre une ordonnance en disant à la police « arrêtez telle personne, présentez-les devant le tribunal » et la chose est terminée. Alors que dans un contexte international, il est question de coopération des États, vous avez différents types de requêtes avec les États qui doivent passer par tous
toute leur filière juridique. Alors, est-ce qu'il se pourrait que ce soit la raison pour laquelle le maintien de la détention a été envisagé au titre de l'article 81.3c et parce qu'il faut que des circonstances exceptionnelles le justifient. Maître Knock, merci le Président. Je pense que l'on peut en effet envisager cela. Comme vous l'avez indiqué, la CPI est tributaire de la coopération des États. Nous n'avons pas à la CPI un système d'exécution des mesures. C'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement circonspect lorsqu'il s'agit de mettre en liberté une personne acquittée. Vous regardez la jurisprudence du TPY, car le TPY a eu les mêmes problèmes. Et la coopération de l'État est primordiale, comme vous le savez. Et pourtant, au TPY, il y a eu 19 acquittements suivis immédiatement par la mise en liberté de ces personnes sans aucune condition imposée à ces personnes. Alors, bien entendu, dans certains cas, il y a eu des garanties qui ont été demandées. Vous avez, dans l'affaire Ojdanic, le paragraphe 6, où il est indiqué dans ce paragraphe 6 en 2002 que la Chambre d'appel énumère différents paramètres qui sont visés par les juges dans l'affaire Sajnovic et Ojdanic. Et il n'y a que un facteur qui vise l'exécution ou la mise en œuvre. En d'autres termes, lorsqu'il n'y a pas de preuves manifestes et évidentes de la coopération d'un État pour ce qui est de l'exécution de mesures, et il n'y a que ce facteur qui est indiqué. En d'autres termes, il se peut que les rédacteurs aient envisagé les dangers pour la CPI qui n'avait pas de système d'exécution, qui n'a pas de force de police en place. Mais par ailleurs, si l'on prend en considération la jurisprudence qui est un facteur parmi tant d'autres, il faut savoir que nous tâtonnons, nous sommes dans l'obscurité, dans la pénombre, et nous devons vous en remettre à vous, Monsieur le Président. Donc voilà comment j'ai essayé de répondre à vos questions. Et je réitère quelque chose de très clair pour moi. J'ai répondu à ces questions de façon absolument théorique, et je sais que la réalité de cette cour pourrait être différente. Mais je terminerai mon intervention en disant que si la défense doit faire l'équilibre entre deux mots juridiques, le maintien de la détention par opposition à une mise en liberté avec condition, la réponse qui est la nôtre est absolument évidente, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Le Président, je vous remercie. Nous allons donc faire une pause d'une demi-heure et nous nous retrouverons dans une demi-heure. Petit 1 du statut, en date du 16 janvier 2019, est amendé par l'ajout d'un ensemble de conditions qui assortissent la mise en liberté. Les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt sont imposées à M. Gbagbo et à M. Blegoudé au sujet de leur mise en liberté vers un État qui sera disposé à les accepter sur leur territoire et qui sera disposé et en mesure d'exécuter ces conditions. Deuxièmement, il est demandé au greffier de prendre des mesures auprès des États disposés à accepter sur leur territoire M. Gbagbo et ou M. Blegoudé et à mettre en œuvre les conditions énoncées dans le texte de l'arrêt. Si le greffier venait à rencontrer des difficultés à cet égard, il lui est demandé d'en informer la chambre d'appel sans retard. Troisièmement, le greffier peut également prendre des mesures appropriées et nécessaires
provisoirement eu égard à la mise en liberté avec condition en attendant la conclusion des accords avec les États. Quatrièmement, la Chambre d'appel peut modifier les conditions de la mise en liberté à l'avenir, proprio motu ou sur requête d'une partie ou d'un participant. Cinquièmement, la Chambre d'appel ne fait pas droit à la demande présentée par le procureur suivant laquelle la Chambre d'appel devrait demander à la Chambre de première instance numéro 1 de fournir une déclaration intégrale et motivée de ses conclusions eu égard à l'acquittement de M. Blé-Goudet et de M. Gbagbo aussi rapidement que faire se peut et de préférence 30 jours après que nous rendons cet arrêt. Ceci met un terme au résumé de cet arrêt. Je remercie les interprètes, les sténotypistes, le personnel du greffe ainsi que les parties et les participants. La séance est maintenant levée.